Issei Sakawa, le cannibale japonais qui avait tué et mangé une étudiante à Paris, est mort. Alors comment est-ce qu'il en est arrivé là et comment est-ce qu'on a retrouvé le corps de cette jeune fille? C'est tout de suite dans Creepy Story. Alors Issei Sagawa est surnommé le cannibale japonais pour avoir mangé et tué une étudiante néerlandaise qui étudiait à Paris, à la Sorbonne, en 1981. C'est devenu un phénomène médiatique dans son pays, Issei Sagawa. Il a eu une destinée absolument folle, je trouve, parce qu'il est passé de criminel à superstar du jour au lendemain dans son pays et au Japon donc. Et j'aimerais qu'on revienne un peu plus sur cette histoire qui est hors du commun pour un tueur. C'est absolument surréaliste. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte et comprendre jusqu'où, comment il a pu en arriver là, jusqu'où ça peut aller avec un début de vie comme ça, c'est quand même fou. Donc Issei Sagawa est né le 26 avril 1949 à Kobe, c'est une ville du Japon où on fait notamment de la très bonne viande. Et c'est le fils, lui vient d'une famille assez aisée puisque c'est le fils d'un riche industriel japonais et on décrit sa mère comme étant possessive et en le surprotégeant. Voilà, il a grandi avec donc ses deux parents et à l'âge de 2 ans, il a eu une encéphalite japonaise, ce qu'on appelle. Donc c'est-à-dire qu'il avait quand même une constitution de corps assez faible, puisqu'il faisait 1m52 pour 35 kg, donc ce qui est quand même pas beaucoup, et ça c'était en 1981. En fait, cette maladie, on suppose, on n'a pas la vérité, mais on suppose que c'est à cause de cette maladie qu'il était aussi petit et aussi maigre. Et on dit que c'est justement parce qu'il avait une toute petite corpulence que sa mère le surprotégeait, parce que quand il était petit, elle lui demandait toujours de finir ses repas, de manger le plus possible. Et donc voilà, on suppose que c'est ça. Il avait aussi échappé à la mort d'ailleurs de justesse, tellement il était faible quand il avait 2 ans. Donc déjà dans les années 70, cette histoire elle commence un petit peu par là, puisque lui a commencé à avoir des fantasmes cannibales sur des jeunes femmes, mais plus particulièrement sur les jeunes femmes occidentales en fait. Et au Japon en 1972, il avait tenté de tuer une femme, une étudiante allemande, mais ça c'était au Japon. Et il va être accusé de tentative de viol et de meurtre. Sauf que, je ne sais pas si vous savez, mais au Japon, il y a un système où quand on porte plainte, la personne qui reçoit la plainte, qui subit, pas qui subit du coup, mais elle peut payer, dédommager, on va dire, la victime par un moyen financier. Et comme Issei Sagawa vient d'une famille fort aisée, elle a payé et, entre guillemets, indemnisé, dédommagé la famille de cette étudiante allemande. Donc il n'a rien eu sur son casier judiciaire, il est sorti blanc comme neige. Donc ensuite, la vie d'Issei Sagawa continue. Il obtient une maîtrise de littérature à l'université d'Osaka et il souhaite partir en France, à Paris. Et donc c'est ces choses qu'il va faire, puisqu'en 1980, il part étudier la littérature comparée à la Sorbonne, en France, donc à Paris. Et donc c'est là que tout va changer, puisque le 11 juin 1981, Sagawa, il va aller voir une jeune étudiante et il va lui dire écoute, j'ai un de mes professeurs qui m'a demandé d'enregistrer des poèmes expressionnistes allemands et donc j'aurais besoin d'aide, est-ce que tu peux venir? Cette jeune fille, c'était une étudiante allemande à Paris 3, donc, et c'était une étudiante néerlandaise, pardon. Elle avait 24 ans, elle étudiait comme lui la littérature comparée à l'université, et lui l'invitait dans son studio pour un travail, donc elle dit oui. Et en fait, le jour même, donc elle se rend
au studio de Sagawa et elle lit un poème à voix haute sur la mort et lui va la tuer d'une balle de carabine dans la nuque à bout portant. Et en fait, comme elle était en train de parler à voix haute, enfin de lire à voix haute le poème, il va réaliser un enregistrement audio sur lequel on peut entendre la voix de la jeune fille donc, qui lit le poème. On entend le coup de feu et le corps qui tombe sur le sol. Donc c'est quand même assez impressionnant à mon avis à entendre. Je ne l'ai pas retrouvé, mais je ne suis pas sûre de vouloir l'entendre. Voilà. Donc ensuite, il va prendre le corps, il va la violer. Et il va prélever sur son corps plus de 7 kilos de chair. Donc c'est à ce moment-là qu'il bascule dans le cannibalisme. Donc il va prélever des parties de son corps, comme le nez, les lèvres, donc la langue, les bras, ses épaules, ses cuisses, ses organes génitaux, qu'il a consommé de manière crue ou cuite. Et tout ça, ça a duré sur 3 jours, donc ça fait à peu près 2 kg 300 grammes à peu près par jour de viande, ce qui est quand même énorme pour une toute petite corpulence comme celle-ci. Voilà, ce qui est quand même fou. Et en fait, pendant qu'il découpe donc toutes ces victuailles pour lui, il va en faire des photos. Et à force de les couper, de les ranger, il va faire quand même presque 40 photos, 39 photographies. Et il va les mettre dans un réfrigérateur parce qu'il n'avait pas de congélateur. Donc, comme il n'avait pas de congélateur, et que vous savez que le corps se décompose, ça sent fort, ça sent mauvais, il va décider de la découper et de la mettre dans 2 valises. Ça, c'était le 13 juin 1981. Donc, il les met dans une valise et il se dit que le moyen le plus pertinent pour cacher le corps, c'est d'aller au bois de Boulogne. L'avantage du bois de Boulogne, c'est que c'est un endroit qui est assez grand pour qu'on puisse ne pas être vu. Il y a énormément de forêts, donc on peut ranger des choses et puis un certain temps peut s'écouler sans qu'on les aperçoive. Donc ce qui était idéal pour cacher 2 simples valises avec le corps dedans. Donc ce qu'il va faire, Sagawa, c'est qu'il va appeler un taxi, il va prendre ses valises et il va se faire déposer depuis chez lui au bois de Boulogne. Donc là, il va trouver un caddie et il se dit qu'à cela ne tienne, je vais mettre les valises dans le caddie. Et puis, ça va me permettre d'avancer. Sauf que, heureusement et malheureusement, j'ai envie de dire, dans une descente, en fait, il va perdre le contrôle du chariot. Donc, les valises, elles vont se renverser devant un couple d'amoureux qui va voir l'horreur, en fait, de voir qu'il y a un espèce de liquide qui s'échappe. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui s'échappe des valises. Et donc... ils vont se poser quand même des questions, ils vont même l'apostropher en disant mais il y a quelque chose qui coule de vos valises, enfin c'est un peu bizarre quoi. Et lui va s'éloigner, en fait va courir, il va fuir. Et en fait il y a le couple qui va découvrir qu'il y a un drap ensanglanté dans la valise en carton. Et donc la brigade criminelle va être appelée sur les lieux de découverte, puisque le couple a dit qu'il avait vu des morceaux de cadavres. Donc le lendemain, la police elle réagit tout de suite. Elle prend l'affaire en main et elle lance un appel à témoins. Et il se trouve que le fameux chauffeur de taxi entend cet appel. Et il appelle la brigade criminelle directement le lendemain pour lui dire que effectivement, il a déposé un client asiatique avec 2 valises au bois de Boulogne, et que ça correspondrait quand même à l'appel recherché. Donc 3 jours après le crime, grâce au témoignage du chauffeur de taxi, puisqu'il se rappelait très bien de l'adresse, puisque Sagawa s'est fait transporter de sa maison au bois de Boulogne, donc le chauffeur de taxi se rappelait très très bien de l'adresse, et la police a tout de suite retrouvé ce monsieur. Eh bien, la police le retrouve chez lui, et Sagawa va déclarer quand même aux policiers, et là je cite, « Si j'avais eu un congélateur, vous ne m'auriez pas retrouvé. » Alors, quel culot. Pardonnez-moi, mais c'est fou, quoi. Et il revendique son acte comme un acte artistique. Donc, lors de la perquisition, les policiers découvrent donc les papiers de la victime, des taches de sang, la carabine, une pellicule photo,
avec donc les photos du dépeçage de la morte, un didactophone, une shampouineuse pour nettoyer la moquette, et il y a quand même quelques preuves dans la maison qui sont là, hein. Et ils vont aussi découvrir la couverture du Charlie Hebdo du 16 août 1979, qui titre, je cite, « Barbecue monstre dans le Var, le cul rôti aux herbes de Provence » où un cuisinier découpe les fesses d'une femme. Voilà, donc il avait quand même un attrait particulier puisque ça lui trottait dans la tête, il avait fait déjà une première tentative, mais il lisait aussi. C'est quand même le seul journal qu'il a de Charlie Hebdo chez lui, c'est quand même celui-ci comme par hasard, donc c'est bizarre. Il avait des photos d'identité de René aussi chez lui, et 7 kilos de tissu humain, tous rangés dans des petits sacs poubelles et sur des assiettes en carton dans le réfrigérateur. Donc j'ose même pas imaginer la scène. Il va être placé en détention préventive et il va être soumis à une expertise psychiatrique. Donc je ne sais pas si vous savez, mais en France, vous pouvez avoir... soit les psychiatres déclarent que non, vous êtes responsable pénalement, soit peut y avoir quelque chose qui s'appelle l'irresponsabilité pénale, mais les psychiatres peuvent recommander un internement au vu de la dangerosité de l'individu. Donc c'est ce qui va se passer pour lui, puisqu'il y a des personnes qui vont les 3 psychiatres vont avoir des analyses différentes sur lui, mais en tout cas, ce qu'il en sort en tout cas, c'est qu'ils attribuent sa perte totale d'inhibition due à son encéphalite quand il était petit et ses pulsions cannibales par rapport au fait que sa mère l'obligeait tout le temps à manger pour qu'il puisse se grandir et se réaliser, quoi. Donc il va y avoir un non-lieu, finalement, et Sagawa va être interné 1 an à l'unité pour malades difficiles de Villejuif. Et ensuite, il va être transféré au Japon, donc il va rentrer dans son pays d'origine. Et là, on va le replacer dans un hôpital psychiatrique à Matsuzawa de Tokyo, le 21 mai 1984. Voilà, et je voulais vous montrer aussi la photo de la victime quand même. Donc là, il y a un nouveau collège d'experts japonais qui va le déclarer responsable de ses actes. Mais le non-lieu prononcé en France a un caractère définitif et interdit aux autorités japonaises de le juger. Donc Sagawa va bénéficier d'une règle de droit favorable aux prévenus et il va être libéré le 13 août 1985. Donc en fait, ce qui est fou, c'est que le pays dans lequel il réside le déclare comme un criminel et devrait être puni, puisque c'est là-bas qu'il vit. Mais en fait, ça va même pas être pris en considération. Alors que c'est son pays d'origine, c'est là où il habite, et c'est là où il est été interné. Moi, je trouve que c'est... Bon. Donc ensuite, quand il rentre au Japon, il va essayer donc de trouver un travail et il va commencer à enseigner le français, puisque c'est une des compétences qu'il a acquis pendant son voyage en France. Et il s'est dit, je vais devenir professeur de français dans une école. Sauf que... Avec le temps, les élèves ont quand même fait des recherches sur lui et ont trouvé que tout son passé en France. Donc il va devoir renoncer à son poste. Et en 1989, va commencer à se développer. En fait, il y a un tueur en série d'enfants au Japon qui va frapper un peu le pays, qui les viole et qui les dépaisse. Et donc, lui, il va être engagé comme consultant. Et il va devenir célèbre grâce à sa médiatisation. Et il va être connu sous le nom du japonais cannibale ou l'étudiant français. Donc ensuite, il va être décrit comme un pervers maniaque, un exhibitionniste narcissique pour le psychiatre qu'il avait suivi. Et il écrit des livres sans succès, tous centrés autour de son crime. Il apparaît également dans des publicités, et là tenez-vous bien, pour des chaînes de restaurants de viande, et joue dans quelques films pour adultes, dirons-nous, mettant en scène une jeune femme néerlandaise dans un décor fortement
inspiré d'architecture typique hollandaise. En fait, donc c'est fou parce qu'il y a quand même des gens qui l'ont engagé en tant que consultant par rapport à un tueur et violeur de crimes en série. Ensuite, il écrit des livres et ensuite on l'engage pour faire des films qui sont ce qu'ils sont. Donc il va après s'installer à Yokohama sur surveillance policière, mais sans suivi psychiatrique. Donc il va prendre un petit traitement d'antidépresseur, mais il n'y aura rien de psychologique, rien de particulier. Et il n'a fait aucune récidive. Par contre, il affirme qu'il a toujours des pensées cannibales. Et ça, c'est de manière permanente. Et par contre, ce ne sera plus les femmes occidentales. Ça va vraiment plus se centrer sur l'Asie. Il va se retirer dans un appartement de la banlieue de Tokyo qu'il va prendre avec son frère. Et il va mourir d'une pneumonie le 24 novembre 2022 à l'âge de 73 ans. Donc au niveau il n'y a eu aucune cérémonie publique. Il a dépecé les victimes qu'il avait eues, il a mangé les parties de son corps, il s'est réinstallé au Japon, ça a été un consultant, il a travaillé pour les médias. Enfin, moi je trouve que il est devenu quand même presque une star au Japon, alors que c'est un criminel, quoi. Et pas puni surtout pour ses actes. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais en tout cas voilà, c'était l'histoire du jour de Issei Sagawa. Voilà. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à me donner vos avis sur cette personne. Et puis je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.